Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Lionel Thérèse, donc directeur de l'école. Je vous remercie d'être aussi nombreux pour cette conférence. Alors, on a l'honneur d'accueillir Vincent. Vincent Courboulet, donc pour faire un petit descriptif très rapidement, hein, donc tu es ingénieur, tu es aussi donc à l'Université de La Rochelle, donc comme maître de conférence. Tu t'intéresses depuis plus d'une quinzaine d'années, on va dire, hein, sur les aspects numériques, et puis petit à petit sur les aspects donc numériques responsables. Et tu as monté un institut qui est l'INR, l'Institut numérique responsable, qui aujourd'hui œuvre pour justement comprendre ce que représente le numérique dans notre société et la transition que l'on doit mettre en place, que ce soit écologique, mais également numérique. Et je crois que cette conférence est attendue par pas mal de collègues, d'étudiants, parce qu'on s'interroge tous autour du numérique. Pour donner quelques chiffres, et je pense que tu vas le rappeler, hein, 4 à 5% des émissions GES sont dues aujourd'hui par le numérique, 15% à peu près de la consommation électrique, hein, un peu moins, 10, voilà, tu vois, tu vas me permettre de nous donner, entre guillemets, les grands chiffres là-dessus. Et sachant que quand on regarde les projections, ben, les projections sont quand même relativement exponentielles. Et donc, il va falloir aussi s'interroger. Et quand on parle de transition écologique, il faut le prendre dans toute sa dimension, et celle du numérique est quand même relativement importante. Alors, on va partir sur une quarantaine de minutes de présentation. Je remercie les partenaires, donc Midi Libre avec Olivier Biscay, donc rédacteur en chef du Midi Libre, qui sera là pour animer tout à l'heure donc le débat. Donc nos collègues de Radio Aviva, merci d'être présents. Et puis je tenais à remercier donc les collègues du groupe de travail des DRS, puis tout spécifiquement Michel Robert. Donc Michel qui aussi s'intéresse depuis 18 mois au numérique responsable et qui nous accompagne dans cette mission-là, parce que c'est une transition également au sein de l'école. Et donc je crois qu'on aura de nombreuses questions donc à te poser. Voilà. Donc merci à toi. Et puis, je propose qu'on démarre pour 15 minutes, 40 minutes, pardon, de présentation. Et puis après, on passera aux séries de questions. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation. Ouais, peut-être. Donc bonsoir tout le monde. Effectivement, ça fait plaisir de voir un amphi plein et pas que de toutes les tranches d'âge. Ouais, ça me rappelle le boulot, c'est bien. Ça. Ouais. Alors, effectivement, la présentation a été faite. Je suis enseignant-chercheur à La Rochelle Université et puis ça me fait très plaisir d'être là pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis né il n'y a pas très loin d'ici. Hein. Moi, je suis vauverdois. Je ne sais pas s'il y a des gardois dans la salle. Si, voilà, ok, voilà, gardois. Et puis j'ai fait mes études à l'ESPO, qui était l'École supérieure des procédés électroniques et optiques, qui est devenue Polytech Orléans. Donc en fait, ça me fait plaisir d'intervenir dans ce réseau-là. Mais après, j'ai mal tourné. Hein. J'espère que ça vous arrivera pas. Je suis rentré dans la fonction publique et je suis devenu enseignant-chercheur. Et effectivement, il y a quelques années, j'ai cofondé à plusieurs l'Institut du numérique responsable, qui est une association loi 1901, dont l'objectif est clair, hein, c'est de travailler sur le numérique responsable. Je me suis amusé aussi à vous mettre deux petits liens pour vous montrer que cette conférence, en fait, c'est pas une conférence hors sol de bobos intéressés par joli. Figure de style, chapeau, je note, 8,5, c'est bien. Voilà, donc je vous disais juste que c'était effectivement quelque chose qui était aujourd'hui d'intérêt. Vous voyez ici, alors peut-être en flou, c'est assez flou, mais c'est pas grave, une AFNORSPEC qui est un document de cadrage normatif sur l'éco-conception des services numériques qui est sorti il y a 2 semaines à peine et pour lequel on a déjà fait la traduction en anglais pour essayer de le porter à l'international. Et puis des logos peut-être que vous connaissez beaucoup plus, c'est Paris 2024. Je fais partie du comité d'organisation des Jeux Olympiques dans le cadre du comité de transformation écologique. On est à peu près une petite dizaine de personnes, alors j'aime pas dire le mot expert, mais bon, c'est comme ça qu'ils l'appellent, sur à peu près tous les enjeux de la transition écologique des Jeux Olympiques, que ce soit alimentation, transport, énergie, architecture, biodiversité et numérique. C'était absolument pas prévu il y a 3-4 ans quand Paris a eu les JO, mais ils ont décidé d'intégrer ça depuis quelques mois, et donc on essaye de rendre les JO plus moins pire au niveau numérique.
Alors, aujourd'hui, en 40 minutes, je vais vous parler de la fin d'un monde, je vais vous évoquer un monde qui est en train d'apparaître, je vais essayer de synthétiser les impacts du numérique et puis d'apporter un certain nombre de solutions. Mais avant, alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes en haut de la salle, mais peut-être de moins jeunes en bas. Il y a peut-être que c'est une expérience que vous avez déjà vécue, alors très tôt ou pas d'ailleurs, hein, je ne sais pas, mais il y a dans la vie des choses qu'on aime faire. De façon plus ou moins peut-être la même ou pas d'ailleurs, il y a des choses pour lesquelles on est doué. Et puis très rapidement, vous là-haut, vous allez être payé pour faire des choses. Et on vit aujourd'hui dans un monde avec une volonté de changer le monde. Et aujourd'hui, cette volonté de changer le monde se couple avec un moment dans l'histoire où le monde est vraiment en train de changer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si vous êtes en école d'ingé, ou si vous avez une carrière derrière vous, des fois, il y a peut-être des problèmes d'alignement de toutes ces valeurs qui sont ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi je suis payé, et finalement ce en quoi j'aide le monde à être moins pire que ce qu'il est maintenant. Et moi, ça, je l'ai connu il y a une quinzaine d'années. Le numérique, j'en fais depuis 25 ans. J'ai fait une école d'ingé, voilà. Et il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, putain, il y a quand même un souci. Alors, on appelle ça l'alignement, on appelle ça ce que vous voulez. Là. C'était pas encore la crise de la quarantaine, parce que j'avais pas 40 ans à l'époque, mais il y a eu cette question-là qui est apparue. Et donc, avec une volonté d'essayer de changer le monde dans un monde qui change, parce qu'effectivement, et là-dessus, je vais essayer d'aller assez vite, mais c'est juste pour essayer de vous présenter un peu cette lutte, cette double injonction dont je vais parler tout à l'heure, avec quelques schémas clés. Aujourd'hui, on est tous dans un monde qui est en train de changer. On a dû vous parler de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est cette ère géologique qui a commencé à peu près pendant la révolution industrielle, il y a 300 ans, mais qui s'est véritablement accélérée après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est tellement accélérée qu'aujourd'hui, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre, vous avez ce magnifique schéma qui va encore être d'actualité en 2022, puisque 2022 risque d'être l'année où les émissions de gaz à effet de serre vont une fois de plus péter tous les records. De façon plus globale, les limites planétaires. Alors, je ne sais pas s'ils sont formés à ça ou pas. Faudra juste. Ça, vous l'avez vu déjà ou pas? Ça leur fait du bien? Ok. Les limites planétaires, c'est. Certains appellent ça les frontières planétaires. Moi, j'aime pas du tout cette notion de frontière parce qu'on est vraiment dans les limites. On n'est pas dans des limites, on est l'idée dans une frontière. Sauf qu'après, le pays dans lequel on va rentrer, le pays dans lequel on est en train de rentrer aujourd'hui, est un pays sans Google Maps, sans GPS. Aujourd'hui, on rentre dans une société dans laquelle on n'a aucune idée de savoir où aller et comment y aller. Donc, il y a une quinzaine d'années, des chercheurs ont fait des méta-analyses et ont montré qu'il y avait toute une série de grands indicateurs de l'état de la planète et que certains commençaient déjà à être dans une zone critique, voire pour certains étaient dans une zone qui était déjà, entre guillemets, du trop tard. En décembre 2021, les limites planétaires de Rockstrom, il y en avait 4 qui étaient dépassées. 4 en 2021 pour des limites planétaires qui ont été détaillées tous en 2009. Décembre 2021, 4 limites planétaires. Janvier 2022, 5e limite planétaire a été franchie. Et avril 2022, une 6e limite planétaire a été franchie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est véritablement, et il suffit simplement de regarder l'état de l'Inde et du Pakistan aujourd'hui, on est dans une situation qui est hors de contrôle. J'avais oublié de vous dire, j'allais vous péter le moral normalement, mais c'est pas grave, ça va bien se faire. Donc ça, c'est une vision qui est quasiment instantanée. On pourrait se poser la question de savoir s'il existe une vision dynamique des choses. Est-ce qu'on vous a déjà parlé du rapport Meadows? Les limites de la croissance, qui en a déjà entendu parler? Halte à la croissance, les limites de la croissance, 2, 3. Ok. Le graphique que je vais vous montrer est le graphique le plus déprimant du monde entier. Voilà. Il est là.
Ce graphique, il est issu de travaux, pareil, chercheurs. Alors, ce n'était pas du tout des chercheurs anarchistos, gauchistos, machin, etc. On est sur des chercheurs américains du MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui ont fait une étude mathématique, scientifique, informatique, SHS, enfin vraiment multisectorielle, et qui ce graphique fête cette année ses 50 ans. Ça fait 50 ans que les décideurs ont ce graphique sous les yeux. Et depuis 50 ans, ma génération et celle d'avant n'a rien glandé. Et on se retrouve aujourd'hui, en 2022, à la veille effectivement d'un mouvement qui est légèrement chaotique. Et je vous reprends cette analogie de oui, on rentre dans un nouveau monde pour lequel on n'a aucune cartographie viable ou sérieuse. On va pas il n'y a pas de mur. Vous savez, le fameux on a 3 ans pour agir, ça c'est une connerie, mais magistrale. Le GIEC n'a jamais dit ça. Il n'y a pas de mur. Il y a juste un monde dans lequel on rentre et sur lequel il n'y a pas de cartographie. J'ai l'habitude de prendre cet exemple. On était jusqu'à maintenant sur des bateaux en bord de côte. De temps en temps, il y avait une petite tempête. À La Rochelle, on connaît bien ça. Et puis, des fois, il y avait des bateaux sociétaux qui coulaient. Voilà, c'est pas grave. Ça faisait partie des dommages et des règles du jeu. Sauf que là, en fait, ce qui se passe depuis des années, c'est qu'en fait, plus ça va, plus les bateaux s'éloignent de la côte. Et donc, en fait, on est en train de traverser un océan dont on ne connaît rien et pour lequel, plus on s'avance dans l'océan inconnu, plus les tempêtes sont violentes. Et on sait très bien qu'il y a des bateaux qui vont couler. On sait qu'il y a un monde de l'autre côté de cet océan. On le sait. On le sait. Mais par contre, on n'a aucune idée de savoir comment traverser l'océan en étant le plus durable possible et surtout en faisant en sorte que le bateau dans lequel on est tous, que ce soit nos familles, nos vies, nos territoires, nos écoles, nos futurs métiers, on arrive à bon port. Donc c'est assez anxiogène parce qu'en fait, on n'a pas de cartographie. Et le monde dans lequel on va arriver d'ici quelques années, on n'a pas non plus de cartographie. Donc voilà, aujourd'hui, adaptation. C'est le seul maître mot qui règne. Donc, vision instantanée, vision dynamique. Est-ce qu'il existe aussi maintenant une vision personnelle? Parce que globalement, quand on voit ça, on se dit, ouais, mais moi là-dedans, où je suis là? Dites-moi où je suis. Allez, petite question. Qui sait combien un Français moyen émet d'émissions de gaz à effet de serre par an? Le fait de vivre. 1, 2, 3. OK. Si demain, je vous dis, allez, préparez-vous, on part en balade. Quelles sont normalement, naturellement, les questions que vous allez me poser? En vélo, en voiture, en train, on part d'où? On va où? Est-ce qu'il va y avoir 3 mois de randonnée ou c'est juste un petit quart d'heure? Voilà. Aujourd'hui, de ne pas savoir d'où on part, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est proche du grand n'importe quoi. On sait qu'on doit être dans la neutralité carbone en 2050, alors ça veut tout et rien dire, mais on ne sait pas d'où on part. C'est juste, voilà. Enfin, intellectuellement, c'est n'importe quoi. Et puis surtout, où on doit arriver. Alors, voilà le résultat. Aujourd'hui, ça, c'est vous, moi, voilà, tout le monde. Individuellement, un Français, c'est 10 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. Un Français. Avec son alimentation, son transport, etc., etc., etc. 10 tonnes. Pour vivre dans un monde à peu près durable, en tout cas un monde dans lequel on arrête d'émettre des particules d'émissions de gaz à effet de serre pour qu'elles arrêtent de s'agglutiner pendant 100, 150, 200 ans dans l'atmosphère et qu'elles rajoutent aux édredons, aux duvets, aux couettes, etc., et que donc la température se réchauffe encore plus, il faut être à 2 tonnes. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est comment individuellement passer de 10 à 2. Voilà. Donc au final, j'adore cette couverture du Courrier international. La fin, alors moi, j'aime pas trop le du. Voilà. Je préférerais dire la fin d'un monde d'approche. Et effectivement, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'elle ne nous a jamais autant forcé à agir. Donc ça, c'était pour globalement vous dire un petit peu d'où on partait, au niveau le cadre global dans lequel on évolue tous et toutes aujourd'hui, c'est celui-là. Et puis dans le même temps, le numérique, parce qu'il faut quand même parler du numérique, parce que je suis venu pour ça. Je suis venu en train. Le numérique aujourd'hui, c'est un nouveau monde. Alors, on va me dire oui, ok, t'es gentil, tout le monde le sait. Là, vous avez le Internet, puis là, vous avez des vieilles cartes, et je vais essayer juste de filer une métaphore
sur le numérique en nouveau monde. Donc le numérique, c'est d'abord un nouveau monde colonisé. Alors en 94, c'était une année faste pour le Internet. Hein. Il y a plein de choses qui se sont passées en 94 et qui ont fait que le Internet est devenu quelque chose de populaire. Alors on est d'accord, Internet existe depuis des dizaines d'années, ARPANET, tout ça, le premier mail en 72, j'en passais des meilleurs, mais 94, c'est vraiment l'année où ça a explosé. Et aujourd'hui, on est à presque 5 milliards d'utilisateurs d'Internet sur la planète. Et si moi, aujourd'hui, physiquement, je suis ici et je ne peux pas être ailleurs, dans le monde numérique dans lequel on évolue tous, hein, je vois aujourd'hui des tas de gens qui sont déjà sur leur ordinateur en train de faire autre chose, ben non seulement physiquement, ils sont là, mais il y a leur profil Insta qui est quelque part, il y a leur profil Snap qui est quelque part, leur profil Facebook, je parle pour les plus vieux, qui est aussi quelque part, vous avez un profil Gmail, enfin on a tous des entités numériques qui peuplent ce monde numérique, et puis, encore plus, téléphone, ordinateur, télévision connectée, enceinte connectée, voiture connectée, brosse à dents connectée, Thermomix connecté, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec un monde numérique colonisé par plus de 100 milliards d'entités larges. S'il y a 2000 ans, tous les chemins menaient à Rome, depuis quelques années, au niveau occidental, tous les chemins mènent évidemment aux États-Unis. 1 200 ou 300 000 kilomètres de câbles de fibre optique. Durée de vie d'un câble de fibre optique à peu près 25 ans. 50% aux mains des GAFAM. Et un coût de fibre optique à peu près de 700 à 800 millions de dollars. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, cette infrastructure de transport, si vous l'additionnez avec une infrastructure de calcul, si vous l'additionnez avec des clients, des data, des services, des cerveaux, du cash, vous avez de nouveaux dieux qui sont aujourd'hui incontournables. Alors vous les connaissez tous, hein, les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Vous êtes nés avec, vous les avez toujours connus. Des plus récents, les Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, Twitter, etc. Enfin bon, bref, je vous fais pas l'outrage de parler de ces services que vous utilisez tous. Donc ça, c'est une vision très occidentale des choses, mais il y a un autre type de cosmogonie, hein, création du monde, avec les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, vision très chinoise du numérique. Alors, nouveau monde colonisé, nouvelle voie de communication, nouveaux dieux. On va essayer des nouveaux gourous, des nouveaux, voilà. Ça rapporte. Hein. C'était un créneau qu'il fallait prendre. Hein. Un gourou des nouvelles techs, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait prendre. Elon Musk, enfin vous les connaissez tous. Hein. Elon Musk, Bezos, alors Arnaud c'est le luxe, Gates, Page, Zuckerberg, Brin, Ellison, Ballmer, Buffett, Albany, tout ça c'est du tech, de la tech, de la tech, de la tech. Et juste pour vous dire à quel point ce monde est génial, alors oui, ok, c'est que des actions, hein, okay, mais on vit dans un monde qui permet à un mec d'avoir une fortune équivalente à une épargne de 12 500 $ par heure depuis le 1er janvier de l'an 1 minuit. Toutes les heures, vous mettez 12 500 $ sur un compte et en fin d'année dernière, vous arrivez à la fortune de Elon Musk. Voilà. Bon. Nouveau dieu, nouveau gourou, nouvelle messe, évidemment. Dans ce monde colonisé, vous avez plus de 700 000 heures de vidéos Netflix vues par minute, 500 heures de contenu uploadé, presque 700 000 stories partagées. J'attends la mise à jour 2022, hein, mais voilà. Etc., etc. Des 5000 téléchargements TikTok, 2 millions de swipes Tinder. Voilà. C'est juste savoir qui sourit. Bon, okay. Donc, voilà, on est sur des nouvelles messes aujourd'hui. Et puis, parce que l'homme est ce qu'il est, on doit aussi parler des nouvelles guerres. Dans ce monde virtuel, hein, finalement, il est très humain dans son concept. Pognon, service, voilà, et guerre. Et là, j'ai fait une copie d'écran il n'y a pas longtemps sur le site de Kaspersky, où vous voyez qu'effectivement, l'Ukraine est aussi un lieu de guerre numérique. Voilà. Ok, et est-ce que demain, est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on a atteint, est-ce qu'on a plafonné là? Non, non, on n'a pas plafonné, au contraire, demain, il y a déjà aujourd'hui, mais demain, l'intelligence artificielle arrive. L'entraînement,
Donc, vous êtes sensibilisé, enfin, vous êtes habitué un peu à l'intelligence artificielle, les phases d'entraînement, il faut des millions de données, etc. Bon, ben, typiquement, entraîner un modèle d'intelligence artificielle qui comprend ce que vous dites, c'est autant d'émissions de gaz à effet de serre que 5 voitures tout au long de leur cycle de vie. Vous prenez une voiture, vous la faites tourner 200 à 300 000 bornes, ben, les émissions de gaz à effet de serre de ces 5 voitures, c'est l'entraînement du service qui comprend ce que vous dites quand vous parlez à votre SMS. Voilà. Petit tuyau. Le plus gros modèle d'intelligence artificielle aujourd'hui qui s'appelle GPT-3, qui est capable de rédiger des rapports d'étudiants de plus de 40 pages pour vous à partir d'un simple intitulé. Il a 175 milliards de paramètres. D'accord? Donc, quand vous avez un prof de maths qui vous dit vous avez une équation à 3 paramètres et que vous paniquez, là, il y en a 175 milliards. Que vous soyez ou pas d'accord avec la 5G, j'ai envie de dire, on s'en fout, parce que la 6G va déjà arriver en 2028. Voilà, donc la 5G, c'est juste, pour moi, c'est une espèce de technologie temporaire, un peu comme la 3G l'a été avant la 4G. La 5G sera une technologie temporaire avant l'arrivée de la 6G. Ce n'est qu'une interprétation personnelle, on sort des faits. Et puis demain, je continue toujours. Bah, typiquement, la 5G, aujourd'hui, on a des impacts vraiment dans la vraie vie de tous les jours, hein, par le déploiement même de réseaux de télécommunications. La voiture autonome, moi je serais ravi d'avoir une voiture autonome, hein, parce que je vais commencer à arriver à un âge où je suis potentiellement dangereux en voiture. Je serais ravi d'avoir une voiture autonome. C'est 4 téraoctets de données par jour, une voiture autonome. Alors tout n'est pas stocké, voilà, mais 4 téraoctets de données pour gérer tout le bazar. Quelques semaines, Ariane Espace est monté sur la table, a ouvert le champagne en disant ouais super, on a signé le plus gros contrat d'Ariane Espace, quelques milliards, etc. Bon ok. Puis à un moment donné, il a signé avec qui? En fait, il a signé avec la boîte de Jeff Bezos pour envoyer des dizaines de milliers de satellites, un peu comme SpaceX et Elon Musk, pour mettre des dizaines de milliers de satellites pour avoir Internet partout sur la planète. Et je vous ai laissé le meilleur pour la fin, le métavers, qui est en train de perdre de l'argent et qui est en train de débaucher. Voilà, donc, il a embauché, ben maintenant il débauche. Et puis j'aurais pu citer la blockchain, les NFT, les crypto-monnaies, etc., etc., etc. Donc ça, c'était pour les côtés un petit peu double équilibre de ce qui se passe un petit peu dans cette situation du numérique. Alors, est-ce que derrière tous ces faits, on est capable, un, de les chiffrer et deux, de les organiser? Alors déjà, oui, parce qu'effectivement, le numérique a beau être ultra virtuel, vous savez que derrière, il y a des data centers, il y a des équipements terminaux, je compte par dizaines les ordinateurs qu'il y a autour dans cet amphi, des écrans, enfin bon, voilà. Donc il y a du matériel. Et puis il y a, je le disais tout à l'heure, des fibres optiques pour transférer ces données. Donc effectivement, vous avez les 3 tiers, data center, réseau et équipements terminaux. Et si on les prend un petit peu dans l'ordre de leur naissance, la première des choses qu'on a besoin de faire pour fabriquer tout ça, c'est de faire des trous dans la planète. Et très souvent, on fait des trous loin des yeux, loin du cœur. République démocratique, enfin région des Grands Lacs africaine, le triangle ABC, donc Argentine, Chili, Bolivie pour le lithium, et puis il y a Mongolie et Chine pour tout ce qui est terres rares et co. Avec, et aux dernières nouvelles, on n'a pas trouvé d'autres solutions, hein, avec finalement un épuisement petit à petit des ressources, parce qu'aujourd'hui, il y en a très très peu qui sont recyclés, réutilisés dans l'ensemble des équipements qu'on utilise. Donc voilà, il y a des vraies questions aujourd'hui d'arrêt d'approvisionnement. Par exemple, le cobalt, qui était vraiment fondamental pour les batteries et le numérique, dès l'année prochaine, la demande sera plus forte que la production. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réouvre des mines? On va explorer le fond des océans? Ou autre chose? Je n'ai pas la réponse. Une fois qu'on a les équipements, il faut fabriquer. Hein. Donc là, on est sur des usines majoritairement en Asie du Sud-Est, des usines de plus de 100 000 personnes, des usines de plus de 100 000 personnes, payées à 250 € par mois, dans le meilleur des cas, avec pas d'heures complémentaires payées, des situations assez, que ce soit environnementales ou sanitaires et sociales catastrophiques, bref, une situation qui est vraiment très très complexe.
Ben, une fois que vous l'avez fabriqué, que vous l'avez fait venir sous l'arbre de Noël, ben, des usages hyper impactants, typiquement depuis plusieurs semaines. Alors, je sais que je vous apprends rien, on est d'accord, hein. Je sais que je vous apprends rien, tout ça, vous le savez. C'est juste qu'à un moment donné, j'essaie de dresser un panorama complet. Tout le monde sait que les réseaux sociaux sont potentiellement nuisibles à la santé. Ok, tout le monde le sait. Facebook le sait pertinemment, enfin Meta, pardon, le sait pertinemment. Il y a une lanceuse d'alerte qui a sorti les chiffres comme quoi Meta sait pertinemment que l'utilisation d'Instagram pour les adolescentes procure entre 15 et 20% de pensées suicidaires et plus de 20 à 30% de dénégation de soi-même. Voilà, ça, c'est l'usage d'Instagram. Réponse de Meta, on va ouvrir une hotline. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu qu'il y a un modérateur au Kenya qui a porté plainte contre Facebook. Il est arrivé, il ne savait pas ce qu'il allait faire. On lui a dit maintenant tu modères. Ok, première vidéo vue, décapitation en direct. Voilà, donc il a porté plainte. Et en fait, aujourd'hui, ce que Meta dit, c'est que non, mais vous abusez. On accompagne dans la qualité de vie au travail nos collaborateurs. Donc voilà, il y a vraiment un distinguo énorme. Vous le savez, je sais que vous le savez. Je ne vous apprends rien. Hein, voilà, c'est juste à un moment donné, mettre, extraction, fabrication, usage. Mais parce que ça ne s'arrête pas là. Fin de vie, aujourd'hui, 2/3 à peu près de tout ce que nous avons comme équipement numérique va finir là. Alors, pas en France, mais au niveau mondial, 2/3 des équipements finissent aux mains des mafias et finissent dans des décharges à ciel ouvert. Si vous rajoutez des impacts géopolitiques assez évidemment flagrants, alors d'habitude, je ne prends pas beaucoup de risques, je dis que celui qui n'a pas utilisé un matériel asiatique ou un service américain se lève et me jette la première pierre aujourd'hui. Pas eu beaucoup de bleu dans ma vie, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui, on est aussi véritablement devant une vraie problématique géopolitique entre une quasi-monopole serviciel américain et un quasi-monopole matériel asiatique. Bien. Alors, est-ce qu'on est capable maintenant de consolider tous ces impacts que je vais vous dire pour essayer d'apporter une vision plus agrégée avec des chiffres, un peu comme on l'a fait tout à l'heure? Oui, on est capable de le faire. Alors, aujourd'hui, où se situent les principaux impacts? Eh bien, les principaux impacts se situent ici. C'est-à-dire que quand vous regardez les 3 tiers dont je vous ai parlé, hein, tiers terminaux, réseau, data center, aujourd'hui, les data centers sont, même s'ils sont nombreux, ils ne sont quand même pas des milliards. Donc, et en plus, ils sont très très bien gérés parce que chaque petite amélioration technologique ou petite amélioration de gestion fait gagner des centaines de millions aux opérateurs. Les réseaux type Arcep ou d'autres aujourd'hui sont super bien gérés et là encore, ce sont des professionnels qui gèrent ça très très bien et chaque petit pourcentage ou demi-pourcentage de gagné, c'est des millions d'économisés, donc ça c'est très très bon. Le problème c'est nous, on gère comme des quiches. Alors, peut-être qu'en tant qu'étudiant, vous n'avez pas les moyens de renouveler très régulièrement vos téléphones ou vos équipements, etc. Mais globalement, il y a toute une catégorie de la population, et pas seulement en France, mais ailleurs, hein, pour qui, quand on ne sait pas quoi acheter, on offre une enceinte connectée, on offre un téléphone, on offre un ordinateur, on profite de promotions pour la Coupe du Monde pour changer sa télé, bref, voilà. Donc tout ça, effectivement, aujourd'hui, c'est tellement mal géré, c'est tellement mal recyclé que ça provoque énormément de dégâts. Et là, si je compte, allez, je vais compter peut-être une vingtaine d'ordinateurs de 2 kilos chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un ordinateur de 2 kilos, il y a 800 kilos de matières premières qui sont nécessaires. Donc, c'est-à-dire que celui-là, là, voilà, qui est un ordinateur que j'ai récupéré auprès d'Alstom, donc je ne l'ai pas acheté. En fait, il faut vous imaginer que vous avez un sac de 800 kg rempli de matières premières pour fabriquer ça. Et encore, je n'inclus pas le pétrole. Hein. Alors, donc ça, c'était plutôt pour le côté matériel. Maintenant, pour le côté indicateur mère, hein, voilà, les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des émissions de gaz à effet de serre? L'activité, alors cette fois-ci, vous, moi, voilà. Si on était en Allemagne, l'activité du numérique global, depuis la fabrication, l'usage et la fin de vie, etc., du numérique au sens large, on est sur 850 kg d'émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez, en Allemagne, alors attention, on est en Allemagne. En France, on a chiffré ça à peu près à 450-500 kg d'émissions de gaz à effet de serre pour le numérique.
Alors, 400 à 500 kilos sur les 10 tonnes, les fameux 10 tonnes, bon, vous pouvez vous dire, ouais, ok, ça marche. En fait, les 10 tonnes ne sont pas du tout une référence. Hein. La seule référence qui vaille, c'est les 2 tonnes. C'est auquel on doit tous arriver. Donc, ça veut dire que le numérique, pro plus perso, prend directement 25% des émissions de gaz à effet de serre auxquelles on a droit. Si j'agrège ça au niveau de toute la population mondiale, j'arrive à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, on est aujourd'hui sur l'aviation civile, on est à 2,5 ou 3% des émissions de gaz à effet de serre, l'aviation civile. Attention, le numérique, on est 5 milliards à l'utiliser, on est loin d'être 5 milliards à prendre l'avion. Donc voilà, 4% des émissions de gaz à effet de serre, on est sur peut-être le transport globalement, on doit être sur 15 ou 18%. Bon, vous voyez que ça monte. Et puis, si on devait comparer ça à la France, en fait, depuis 20 ans, 30 ans, pardon, on a créé 3 fois la France. C'est-à-dire qu'au milieu de l'Atlantique, on a fait sortir 3 fois la France, et c'est ça l'impact du numérique. Alors, de tout ça, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que toute ma première partie de discours, je vous ai dit, on va dans le mur. Enfin, il n'y a pas de mur, mais voilà. Et puis, je vous ai dit, le numérique, aujourd'hui, on a une injonction à faire du numérique. Ça crée des emplois, il faut faire du numérique, il faut faire de l'intelligence artificielle, il faut développer, il faut développer. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que, à un moment donné, on est conscient du fait que c'est juste pas tenable d'avoir les deux? Donc, celle-là, globalement, la transition, on n'a pas le choix. Celle-là, on nous l'impose avec une façon qui, quand même, aujourd'hui, ne contribue pas à résoudre les problématiques du développement durable. Et ça a un petit côté dérangeant, et de plus en plus dérangeant. C'est que certains s'y retrouvent, hein, vivent leur vie, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont de plus en plus à se poser des questions sur savoir ce qu'ils font et ce qu'on fait. Alors, ça, vous avez dû le voir passer. Hein. Vous avez le discours des étudiants d'AgroParisTech, vous avez la grève mondiale pour le futur des étudiants, le réseau des étudiants pour le développement durable, le manifeste pour un réveil écologique, la COP2 étudiants, bref, vous. Et puis, un certain nombre de vos profs sont aujourd'hui à se questionner. À se questionner sur, justement, OK, est-ce qu'on est capable, alors, juste pour un bilan numérique, est-ce qu'on est capable de concilier les deux? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais au tout début, effectivement, le monde a besoin de changer, il a besoin de nous pour changer. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on essaye de chercher la cohérence de tout ça. Alors, j'aime beaucoup ce graphique. J'espère que vous ne le connaissez pas parce que c'est le graphique du deuil. Par contre, bon, il y a un truc qui ne passe pas, mais bon, vous reliez les points, hein, une petite interpolation, et puis ça marche bien. Moi, je suis passé par ces étapes-là au niveau du numérique depuis 15 ans. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à creuser, j'ai été choqué. Après, je me suis dit, ouais, mais non, mais le numérique, c'est tellement génial, en fait, ça va sauver le monde. Après, j'ai essayé de négocier en disant, oui, mais peut-être que si je fais ça, etc. Puis après, je me suis dit, putain, on n'y arrivera jamais, on va tous mourir, ça va être la fin du monde, etc. Donc, tristesse. Et puis après, le temps aidant, je me suis dit, bon, allez, je suis résigné, puis j'accepte. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, on va essayer d'en faire quelque chose. Donc là, l'idée que je vous propose, c'est d'éviter les 15 ans que j'ai passés voilà, et puis d'arriver directement sur la construction en réfléchissant à, aujourd'hui, essayer de voir le numérique, non pas comme un outil purement négatif, mais d'essayer de voir comment est-ce que le numérique, utilisé correctement, peut être un outil et peut être un vecteur de transition, d'aide à la transition numérique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, petit moment déjà, on a travaillé à plusieurs sur le numérique responsable et on a créé l'Institut du numérique responsable justement pour se dire, soit on arrête, mais moi, ça fait 25 ans que je fais du numérique et je trouve ça toujours aussi génial, soit on essaye de montrer sur la place publique les problèmes et d'essayer de contribuer avec tous les talents à apporter des solutions. Et donc, on a créé la notion de numérique responsable, dans lequel, globalement, il y a deux parties qui se font écho. Une première partie qui est de réduire l'empreinte environnementale du numérique, parce que le numérique pollue, je vous l'ai montré, mais parce qu'il n'y a pas que ça, c'est aussi utiliser le numérique pour réduire l'empreinte environnementale d'autres procédés. Donc le premier, c'est le Green IT, c'est la réduction de l'empreinte environnementale du numérique.
Et le deuxième, c'est l'IT for Green, c'est utiliser le numérique pour réduire les impacts environnementaux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a dedans les 5 piliers. Donc, l'environnement, le social, l'éthique. Alors, la résilience des organisations, même moi, j'y crois plus. La résilience, c'est la capacité qu'on a à revenir à un état initial après un traumatisme. Je ne pense pas qu'on puisse revenir à un état initial aujourd'hui. Alors ça, c'est quand on a écrit la charte il y a 3-4 ans maintenant, je croyais encore à ça. Aujourd'hui, j'y crois plus du tout. Si j'avais pu changer, si je peux changer aujourd'hui, j'appellerais plutôt ça adaptation des organisations que résilience. Et puis après, quand même, innovation et valeur. Dans ce contexte, c'est assez simple. Il faut faire ce que vos profs risquent de vous demander, c'est à un moment donné de comprendre les enjeux. Cette conférence est peut-être un des premiers éléments, mais à un moment donné, il faut comprendre. Il faut comprendre avec la fresque du numérique, il faut comprendre avec la fresque du climat, il faut comprendre avec plein de choses, mais à un moment donné, il faut comprendre les enjeux. C'est quoi l'effet de serre? C'est quoi les gaz à effet de serre, etc. Une fois que vous avez compris le problème, il faut le mesurer. 10 tonnes, 2 tonnes, savoir où j'en suis, faire des bilans réguliers. Si jamais vous voulez tester nos gestes climat, c'est un site de l'ADEME qui vous permet de savoir véritablement, vous, où vous en êtes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et après, c'est là où on attaque le dur du problème. C'est l'étape 3, c'est l'étape décisionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les scientifiques ont à peu près une vision de comprendre les problématiques. Le GIEC nous dit, OK, voilà où on en est. La mesure, il n'y a pas de souci. Et après, on arrive sur un point dur qui est celui du politique. Et là, on a beau dire make our planet great again, OK, mais à un moment donné, il faut faire. Hein. Donc, il faut se remonter les manches et il faut faire. Donc, j'ai cru comprendre que l'école était décidée à y aller. Donc, à un moment donné, voilà, il faut s'inscrire dans une vraie direction, un vrai programme d'action et ne pas se contenter de simples yaka Foucault. Et une fois que vous avez décidé d'y aller, après, vous agissez. Alors ça, c'est juste un tout petit nudge. Si vous voulez savoir si vous faites, alors bien, j'aime pas du tout dire ça, ça fait un côté moralisateur qui est horrible, mais si vous voulez voir si vous êtes raccord avec les principes du développement durable, la première chose que vous avez, il y a 2 choses que vous avez à faire. Au niveau matériel ou achat, c'est d'appliquer les 5 R, et au niveau développement, c'est appliquer les 3 U. Donc les 5 R, c'est refuser l'achat du neuf. Par défaut, vous refusez l'achat de neuf. Vous réduisez vos besoins, vous réutilisez ce qui peut l'être, vous réparez, vous recyclez. Et au niveau service, vous faites le service des 3 U, service utile, utilisable, utilisé. Et là aussi, vous êtes bon, à ceci près que, avant que j'ai la question, qu'est-ce que c'est qu'un service utile? Je ne sais pas. Je ne suis pas une autorité morale pour le dire, mais voilà, il faut quand même que ça serve à quelque chose. Développer un service pour l'astrologie chinoise pour les chats domestiques, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Alors, une fois que ça a été dit, on va rentrer dans la dernière ligne droite avec un certain nombre d'actions qui sont tout à fait possibles à faire au niveau de votre école ou de vos futurs métiers professionnels, journaux, radios, ce que vous voulez. Alors, le premier déjà, c'est celui-là. Je suis désolé, c'est flou, c'est nul, mais bon. À un moment donné, il faut être formé. Comprendre, mesurer, décider, agir. Donc, il faut être formé. Et on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, que ce soit dans le cadre d'une fresque du numérique, que ce soit au travers d'un MOOC, que ce soit au travers d'un cours qui est accessible gratuitement sur le site academy-nr.org, à un moment donné, il faut se former. Voilà. Une fois que vous avez fait cette formation, vous devez vous mesurer. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, mais globalement, depuis une semaine, on a lancé une grande campagne de mesure de l'empreinte environnementale de votre système d'information. Donc là, je dis ça pour le bas de l'amphi. Hein. Vous pouvez à un moment donné savoir l'impact environnemental du SI de Polytech. Et puis, alors ça, je suppose que vous le savez, vous l'avez vu passer, la loi Rennes, réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui est sortie en octobre ou en novembre 2021. Eh bien, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligés, messieurs, dames, de former vos étudiants à l'éco-conception. C'est la loi. Toutes les écoles d'ingénieurs vont devoir former leurs étudiants à l'éco-conception de services numériques. Donc, voilà. Ça, c'est une loi. Donc, comprendre,
mesurer, décider, ben après, il faut agir. Hein. Donc, si vous êtes étudiant ou même formateur, ben vous avez des certificats de connaissance pour valider votre connaissance. Si vous êtes une organisation, ben, on a participé à l'écriture d'un guide sur les bonnes pratiques numériques responsables. Donc, vous le prenez, vous avez, je sais pas, 50, 70, 80 fiches. Vous choisissez celle qui vous convient et puis vous les faites. Vous avez des outils sur la conception responsable de services numériques. Qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les questions à se poser et les indicateurs à avoir pour faire de la conception responsable, de l'éco-conception. Vous pouvez lancer un Cyber World Cleanup Day. Alors, est-ce que vous lancez des World Cleanup Day? Nettoyons les campus, tout ça, vous faites ou pas? Non, vous nettoyez pas les campus? Non. Bon. Donc, il y a le World Cleanup Day qui est un événement dans lequel vous dites, ben voilà, nous, le X semaine de septembre, qui est le jour de nettoyage mondial, on s'engage avec une équipe à nettoyer le campus. Il y a 2-3 ans, j'avais proposé au niveau de l'INR de créer une journée nettoyons nos données, pour faire un peu le ménage, hein, vous savez, les fameux mails qui polluent, bon, ok, à voir. Il y a 2-3 ans, j'avais proposé ça, puis on a eu du bol, on s'est accoquiné avec le World Cleanup Day, donc depuis 2 ans, il y a le Cyber World Cleanup Day. Et parce que ça a bien marché, l'année prochaine, ça devient un événement mondial qui s'appelle le Digital World Cleanup Day. Donc en mars, vous aurez la possibilité de nettoyer les données sur votre campus. C'est un événement un peu festif. Et puis après, vous pouvez aussi faire de l'éco-conception de services numériques. Et ça m'a beaucoup amusé. Désolé. Pardon. Non, mais c'est juste que je vais vous tailler un costard. Donc voilà. Je suis allé sur le site du réseau Polytech Montpellier. Et je me suis amusé à regarder l'éco-conception du site. Alors, j'ai beaucoup rigolé parce que quand je suis allé sur le site, je suis tombé sur DDRS, Polytech Montpellier, élu Sustainability Institution of the Year. Donc, je me suis mis sur la table, j'ai applaudi, etc. Et après, j'ai fait tourner des moteurs de recherche sur la qualité environnementale de votre site Internet. Bon, j'ai fait un micro-coma. Puis après, une fois que je me suis réveillé, j'ai fait des copies d'écran. Alors, vous faites partie, je crois, hein, depuis que je fais ça, du pire que j'ai vu. Un site de 25 mégas transférés, honnêtement, j'avais jamais vu ça. Enfin, si, j'avais vu un 38 mégas un jour, mais pour des gens qui ne savaient pas du tout faire ça et surtout qui ne s'affichaient pas Sustainability Institution of the Year. Avec des images qui font 7 mégas. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment important? J'ai pris les images, d'accord? Je les ai téléchargées. J'ai ouvert, je ne sais plus quoi, j'ai fait enregistrer sous JPEG, elles étaient à 300 kilos. Je n'ai rien changé. Donc voilà, aujourd'hui, ce site est l'exemple typique de ce que nous sommes. Le Sustainability Institution of the Year, le fait ce que je dis, pas ce que je fais. Alors c'est volontaire que je suis, voilà, hein, mais typiquement, tout ça c'est des outils gratuits. Hein, voilà. Aujourd'hui, votre site, il a 22 erreurs d'accessibilité. C'est-à-dire que si vous êtes une personne en situation de handicap visuel, vous avez 22 erreurs, votre navigateur a 22 erreurs à gérer. C'est catastrophique. Vous faites partie des 16% de pages les plus crades que ce site ait jamais eu à tester. Et vous êtes évalué E. Donc, si vous avez un axe à faire, et surtout si vous voulez être crédible, parce que l'exemplarité, imaginez, moi j'arrive avec le dernier iPhone que j'ai acheté hier. J'ai l'air de quoi à vous dire ce que j'ai dit? Je perds toute crédibilité. Je l'ai acheté sur Back Market, et lui, j'ai beau être un enseignant-chercheur en informatique, c'est un don d'Alstom qui se débarrassait de ses ordinateurs. Donc, on peut travailler avec du matériel qui ne coûte rien. Tout ça, c'est pour vous dire que l'exemplarité est fondamentale. Et là, vous avez beau dire ce que vous voulez sur l'exemplarité de votre réseau Polytech. Moi, je vois ça. Ah, je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Ça reste entre nous. Hein, Midi Libre, ça reste entre nous. OK. Donc les intérêts du numérique responsable, c'est qu'effectivement, on va réduire les impacts environnementaux, on va avoir une meilleure accessibilité, un meilleur service rendu.
Pourquoi? Parce que 24 mégas à télécharger, si vous n'avez pas une connexion de ouf, hein, parce que je suppose que le réseau Polytech est très fort à l'international, et puis vraiment à l'international là. Donc ça veut dire qu'il s'adresse potentiellement à des étudiants qui n'ont pas la 4G ou la 5G. Ben, allez télécharger 25 mégas dans des pays, je sais pas, internationaux, j'en sais rien, ou dans lequel le débit n'est pas génial. Vous les aurez jamais. Hein. Au bout d'un quart d'heure, quand la page sera toujours pas affichée, ils vont passer à une autre école. Hein. Meilleure communication, réduction des coûts, levier d'innovation. Et le fait de, à un moment donné, se dire, bah oui, on utilise le numérique, mais on l'utilise en conscience, en se posant les bonnes questions, en faisant du marketing responsable, de la communication responsable, de l'éco-conception de services numériques, quand on rallonge la durée de vie, quand on prend de l'énergie verte et quand on fait ce qu'on dit et qu'on dit ce qu'on fait, globalement, l'équipe se porte beaucoup mieux. Ça, c'est au niveau individuel. Et pour revenir sur la dernière slide par rapport aux 4 premières slides que j'avais annoncées, c'est qu'effectivement, dans la vie, on aime faire des choses, on est doué pour des choses, on est payé pour des choses et le monde a besoin de nous. Bah, si vous êtes capable en plus de faire tout ça, eh bien, vous allez trouver ce que les Japonais appellent leur ikigai. Et le numérique responsable, si vous travaillez dans le numérique, peut vous aider à aligner un peu vos valeurs avec votre métier et votre ambition. Donc voilà, je finirai là-dessus. Je ne dis pas que le numérique responsable va vous aider à trouver votre ikigai, mais en tous les cas, il peut le faire. Voilà, je pense que j'ai fini mes 40 minutes. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonjour, Olivier Biscay, je suis le directeur de la rédaction de Midi Libre. Merci pour votre intervention. On va vous laisser réfléchir pour répondre à quelques-unes de nos questions. Alors, tout le monde en a pris pour son grade pendant la présentation. J'espère que vous n'étiez pas payé par Polytech. Par jour est regretté. Cependant, commençons par les politiques, tiens, avant de laisser évidemment la parole au public. Vous évoquiez finalement la lenteur, pour ne pas dire absence de réactivité des politiques, et pourtant il y a des lois sur l'empreinte numérique qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Il y a un futur gouvernement qui va être nommé, puisque Elisabeth Borne vient d'être nommée. Paraît qu'elle parlera. Pour l'info. Mais je vous en prie, on est là pour ça. On parle environnement, les politiques n'ont vraiment rien fait ces dernières années? Alors, les politiques, déjà, ont... alors, ça dépend de quelle politique. Parce qu'au niveau des ministères, la cohésion entre les ministères, c'est tout un poème. Hein. Le ministère du numérique a, lui, mis en avant plutôt le côté start-up, licorne, etc., etc., donc plutôt le côté innovation. Le ministère de l'écologie, lui, a essayé de prendre en compte ça. Donc, ils ont essayé de se mettre d'accord et ils ont fait une feuille de route numérique et environnement. On a une délégation interministérielle au numérique qui est l'équivalent de la DSI des ministères qui a appris des choses, qui fait des livrables. Aujourd'hui, en fait, pendant des années, on a semé, on a parlé dans le vide. Et là, depuis 1-2 ans, il y a une vraie appropriation, y compris des élus là-dessus. Mais on est encore on n'est pas encore à vraiment le passage à l'action. On est sur des lois qui sont intéressantes. Par exemple, une agglomération comme Montpellier, plus de 50 000 habitants, va devoir s'équiper d'une feuille de route numérique responsable. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent, mais je crois que le mouvement est, inarrêtable, et 2, va être approprié par les énormes entreprises. Et à partir du moment où ce sera fait, ça va rouler tout seul. Alors, vous avez assez peu évoqué le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, et on sait que ça, évidemment, au-delà des citoyens et des politiques, ça va beaucoup passer par l'entreprise, parce que elles sont toutes concernées par le sujet. Où en sommes-nous en France sur le sujet, que l'on soit une TPE, PME ou un grand groupe? Alors déjà, la France est pionnière. La France est en avance. La France a 3 coups d'avance par rapport au reste de l'Europe, et il y en a à peu près 174 par rapport au reste du monde. Aujourd'hui, les entreprises ont compris que s'ils voulaient attirer les talents, ils ne pouvaient pas faire l'impasse sur le développement durable, et s'ils voulaient les garder, il fallait qu'ils s'alignent. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, le numérique responsable est hyper bankable. Donc aujourd'hui, vraiment les grands comptes. Cet après-midi, j'étais avec Altis, SFR, BFM, etc. Ils veulent former tout leur personnel au numérique responsable. Voilà. Hier, depuis une semaine, j'ai fait trois ESN, derrière EDF, l'État. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout le monde veut former et mesurer. Voilà.
Alors, le discours que vous nous avez tenu, les propos que vous avez développés sont en effet peu nouveaux, vous l'avez rappelé dans votre introduction, et pourtant, on n'a pas le sentiment qu'on est de plus en plus responsable individuellement, parce que ce que vous citez là, la consommation outrancière, j'imagine si on interrogeait individuellement toutes les personnes dans la salle, on l'incarnerait parfaitement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter? Qu'est-ce qui fait que alors, vous n'êtes pas devin, mais en tout cas, on est quand même sur du temps très très long. On a le sentiment qu'on entend ça depuis des années et que rien ne change. Alors, rien ne change, je suis pas sûr. J'ai jamais vu les choses aussi vite changer que depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Je crois que il y a plusieurs choses. Il n'y a pas d'histoire. Aujourd'hui, il y a de la peur, mais sociétalement parlant, il n'y a pas d'histoire. Je sais pas, on vous dit où est-ce qu'on veut vous amener dans 5 ou 10 ans? À part dans le mur. On vous dit où on vous amène? Il n'y a pas d'histoire. Il faut un récit, c'est ce que vous dites. Un récit numérique sociétal. Et il faut de l'exemplarité et du courage. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous l'avez dans des institutions, vous l'avez, je sais pas, voilà, demain Polytech décide de raconter un récit en disant Polytech dans 5 ans, c'est là. Si c'est incarné par les enseignants et que il y a du courage politique en disant voilà, on va multiplier l'ensemble des formations dès la première année, ce qui a l'air d'être fait. Après, c'est raccord. Hein. Et après, le problème, c'est alors, même individuellement, on a tous peur d'y aller seul. Par contre, si on y va tous ensemble, et qu'en plus on sait où on va, parce que si on y va 6 mois, puis qu'on revient, puis qu'on repart, puis qu'on revient, puis qu'on repart, à un moment donné, on va dire, écoute, tu te mets d'accord avec toi-même, et puis le jour où tu es au point, tu m'appelles. Individuellement, à part changer l'ordinateur, vous avez fait quoi, vous? Déjà, pas changer d'ordinateur. Oui, vous avez un ordinateur reconfiguré, c'est ça? Ouais, on me l'a ouvert. Qu'est-ce que je fais? J'éteins l'énergie, je passe sur un fournisseur d'énergie verte. Dans la mesure du possible, j'essaye de prendre du libre, même si on n'est pas vraiment du côté environnemental. Je fais de la formation, de la recherche, et j'essaye de diffuser ça au plus grand nombre. C'est pour ça que le MOOC est gratuit. Je fais des thèses dans lesquelles je fais des outils libres et gratuits pour permettre de mesurer. Donc, j'essaye d'outiller la formation, la mesure. J'essaye d'accompagner les politiques dans l'acte décisionnel et d'avoir un certain nombre de bonnes pratiques, guide des achats, par exemple, qu'on a co-écrit sur comment faire maintenant. Donc, voilà, j'essaye d'apporter, comprendre, mesurer, décider, agir. J'essaye d'avoir des outils concrets, de fournir des outils concrets à tout ça. Est-ce que vous pouvez nous citer 2 exemples, je sais pas, une collectivité en France, en Europe, à l'étranger, qui s'est illustrée dans ce que vous avez décrit à l'instant? Alors, je vais essayer de ne pas citer La Rochelle. Si on peut éviter, oui. L'agglomération de Strasbourg, elle a décidé de lancer des semaines là-dessus. La région Bretagne, elle a décidé de former ses territoires. La région Normandie fait de l'éco-conception, le département de l'Eure. Vous avez, en termes de villes exemplaires, vous avez Nantes, qui a tout un excellent écosystème sur la formation. Le Havre qui m'a contacté pour faire du bâtiment intelligent. Voilà, à quoi ça va servir un bâtiment intelligent? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour l'environnement que d'équiper, d'outiller les bâtiments? J'essaie de chercher des villes du Sud. Vous allez trouver, c'est sûr. Ouais. Dans le Sud, non, pas forcément, non. Alors, ça me fait la transition. Oui, on était d'accord ensemble, bien sûr. Sur le bâtiment intelligent, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en effet, depuis quelques années, ce sont des sujets qu'on évoque beaucoup, et parfois, j'hésite entre la tendance à la mode. Vous savez, toutes les villes qui s'y mettent et toutes les entreprises, et puis le bon moyen aussi pour se faire un peu d'argent quand on essaye de défendre le numérique responsable. On n'en est vraiment pas là. C'est-à-dire que c'est pas simplement un effet de mode. Ah non, oui, j'avais un petit soupçon. Ouais. Quand vous avez un sujet bankable, vous commencez à voir arriver tout le monde. Et là, on voit arriver tout le monde. Il y a 15 ans, on était 4, on était des fous furieux. Il y a 10 ans, on était 8, on était des convaincus. Il y a 5 ans, on était une quinzaine, on était des courageux. Et puis là, depuis 2-3 ans, honnêtement, voilà, je vous dis, hein, il y a des boîtes qui n'ont jamais entendu parler de développement durable et qui m'appellent et me disent, au fait, on a oublié de vous dire, c'est notre vie le développement durable, donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on sent l'opportunisme, mais c'est-à-dire que le job est fait. Tant pis, tant mieux s'il y a de l'opportunisme. Est-ce que l'État accompagne pour bien comprendre? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des subventions? Oui. Ouais, l'ADEME accompagne. L'ADEME accompagne pas mal. L'État ça voudrait dire que l'État a de l'argent, mais non.
Non. Donc l'État n'accompagne pas. Mais par contre, l'État vous dit qu'il faut y aller. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Non, l'ADEME accompagne. Et de toute façon, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout un écosystème qui permet aux clients de dire nous, on veut ça. Et donc, il y a clairement aujourd'hui, il y a énormément de boîtes qui m'appellent et qui me disent bah oui, mais nous, on n'est pas formés, nos ingénieurs ne sont pas formés, et pourtant nos clients demandent ça. Et à l'inverse, il y a une vraie possibilité pas de démarcation, mais de plus-value pour des boîtes qui décideraient de faire des choses avec sens, avec du développement durable. Donc aujourd'hui, en fait, il y a un alignement des planètes et je pense que ça ne va pas tarder avant que ça explose. Et pas simplement pour se donner bonne conscience. Parce que certaines entreprises ou collectivités pourraient se dire, bon, tout ça c'est bien sympathique, mais il faut quand même qu'on fasse un peu d'argent. Oui, mais c'est pour ça que c'est clair. Moi, je me rappelle très bien je pourrais pas vous dire la boîte, mais elle avait son catalogue de formation, son catalogue de prestations dans lequel elle disait qu'elle faisait du numérique responsable. Et les premières personnes de chez eux que j'allais former, c'était pendant 15 jours. Donc, ça leur fait pas peur, certaines, de dire qu'ils font du numérique responsable, même s'ils n'y connaissent que dalle. Mais, ben voilà, on peut rien dire, de toute façon. On peut rien dire, c'est le jeu. C'est le jeu du business et du capitalisme. Alors, le jeu du business et du capitalisme. Qui a des questions dans la salle sur le sujet? Alors, ici, est-ce qu'il y a des micros et ici qui ont... Event. Qui a des micros? Oui, ici, très bien. Attendez. Non, sinon, je peux répéter la question. Si je l'entends, je peux la répéter. Oui. Je fais quand même une petite réponse. Donc, je continue à t'inviter au restaurant ce soir, donc il n'y a pas de souci. Et la plupart du temps, ça continue par on n'est pas responsable, c'est le réseau qui nous l'impose. Non, pas du tout. On est responsable. Et moi, en fait, là, je reviens sur un de tes transparents, pour moi, qui est capital. C'est le transparent qui présente effectivement, donc, comprendre, mesurer, décider. En fait, je pense que quand on s'adresse à un public plutôt d'ingénieurs et d'une manière générale, c'est ça qu'on essaye, en fait, aujourd'hui de transmettre. Comprendre, mesurer, décider. Et quand on adresse effectivement ces points-là, pour moi, ils sont effectivement essentiels. Alors, comprendre, on avait compris que notre site web, il était pas très bien fait. Deuxièmement, mesurer, tu l'as fait, c'est super. Troisièmement, décider, on lance effectivement donc un site éco-responsable. Et donc, le projet est lancé. Je voulais quand même le dire, voilà, parce qu'on l'avait quand même détecté. Voilà, donc ça, c'est essentiel. Le deuxième point, c'est... Je pense que tu sous-entends dans la discussion, notamment un élément politique national qui est important, qui est la loi Chaise. La loi Chaise qui est arrivée donc en décembre de l'année dernière. C'est la loi Rennes. Voilà. C'est celle-là. C'est celle-là, là-dessus, qui est effectivement essentielle. Aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, en fait, il y en a très peu qui la connaissent. Quand j'en parle avec les collègues de la métropole, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont présents, puisque je suis également au Conseil de développement économique de la métropole. Mais il y en a très peu qui sont effectivement au courant, qui sont sensibilisés. Et pourtant, c'est une loi qui, je trouve, très bien faite. Je pense que c'est Michel qui me l'avait fait aussi découvrir. Et cette loi-là, je suis désolé, aujourd'hui, je ne la vois pas dans son application. Je ne la vois pas arriver dans nos structures, je ne la vois pas arriver en termes, j'allais dire, presque de, voilà, il y a une loi, il faut l'appliquer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on y va? Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, justement, on parlait du lien avec le politique, qui me semble pourtant essentiel. Alors oui, Monsieur Chaise, c'est un sénateur qui est à l'origine de la loi. Oui, mais nul n'est censé ignorer la loi. Et quand il est écrit noir sur blanc que toute école d'ingénieurs, et je suis pas à l'université, enfin je suis à l'université, donc normalement je fais pas partie de ça, mais toute école d'ingénieurs doit former ses étudiants à l'éco-conception, c'est écrit noir sur blanc. Donc à un moment donné, il faut bien que le réseau Polytech s'approprie ça et dise, ben voilà, c'est dans la loi et il faut profiter de cette opportunité. Je pense que c'est fait, mais à un moment donné, et je pense moi j'ai participé à l'écriture et j'ai été auditionné, donc ok, c'est vrai que je le vois passer, mais effectivement, je pense qu'il y a plein d'autres lois qui passent sous les radars, et bien justement, moi je suis là pour vous dire, cette loi elle existe, elle est utile, elle va changer votre quotidien parce qu'elle vous concerne vous, et elle va aussi changer le quotidien des territoires parce qu'elle va imposer les territoires de plus de 50 000 habitants à formaliser leur approche. Et je n'aurais que trop tendance à vous conseiller au niveau Polytech de formaliser un schéma directeur numérique responsable aussi. Une question par ici. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Bon, déjà, c'était super intéressant. Vous êtes un très bon orateur, il n'y a pas à dire là-dessus. Merci. C'est plutôt une remarque sur la première partie. Quand vous dites que la situation elle est individuelle, où chacun doit faire son petit effort, je
pense qu'elle est plutôt avant tout politique, justement, parce que quand on prend, je sais pas moi, la plus grosse centrale à charbon polonaise, 38 mégatonnes de CO2 par an, ce qui est à peu près 3 millions de Français actuellement, bah, si on prend votre objectif de 2 tonnes par personne, ça représente 25% de la population française sur une centrale. Si on prend l'Allemagne en entier avec ses centrales, on est à peu près à 120% de la France si on prend le truc de 2 tonnes. Du coup, je pense qu'effectivement, bah, c'est politique et ça doit passer par le politique avant de passer par l'individuel. Alors, déjà, ça prouve que tu es super au courant et c'est très très bien. Il y a deux choses. Aujourd'hui, l'impact de l'individu collectivement, c'est à peu près entre 10 et 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire qu'il reste à peu près 80% des émissions qui sont à répartir entre les organisations et les États. Ok, tu as tout à fait raison. Il n'empêche que tant que vous et moi, on n'agira pas individuellement, on aura énormément de mal à convaincre les organisations et les territoires à aller vers. Je vais vous donner un exemple très simple. Tant que, globalement, on continuera tous, non, je ne vais pas dire ça, sinon ça va culpabiliser. Tant qu'on n'arrivera pas à essayer de nous-mêmes s'imposer des choix qui peut-être nous isolent, peut-être nous démarquent, peut-être nous font changer de monde, mais nous préparent au monde d'après, il ne faudra pas attendre des États qui aient le courage de faire ce qu'on ne leur impose pas. Et tant qu'on continuera à vivre business as usual, ils feront politique as usual. Donc aujourd'hui, on peut espérer qu'il y ait des organisations internationales qui incitent à l'action. Mais à un moment donné, je pense fondamentalement qu'il y a la majorité des personnes qui ont tellement peur de perdre leurs élections que si jamais collectivement on s'empare de ce sujet-là, j'ose espérer qu'ils suivront. Mais ça marche dans les deux sens. Hein. Voilà, il faut que tout le monde agisse, mais il ne faut plus qu'on attende. Mais je suis d'accord avec toi. S'il n'y a que toi qui fais, bah, tu auras au moins la satisfaction d'avoir fait, mais pour autant que la tempête de la traversée de l'océan sera moins violente. Par contre, tu auras fait. Ça, c'est clair. Je ne vais pas vous parler du petit colibri. Hein. Aujourd'hui, on devrait plutôt être attendre le pélican. Mais voilà, il faut faire. Il faut faire parce qu'en plus, il faut faire, quoi. On n'a plus le choix. Une question par ici ou une remarque? Oui, en fait, je vais en faire trois. Bonjour, Cyril Malto, je suis président de Synergis, cabinet conseil en bâtiment durable et numérique responsable. Et je suis président de l'AGIT Québec. L'AGIT Québec, c'est la petite sœur de l'AGIT France. L'AGIT France, c'est une association comme l'INR et partenaire de l'INR. L'Alliance Green IT. Voilà. L'AGIT. Puis au Québec, comme on aime bien les termes en français, on est l'agence pour une gestion informatique techno-responsable. On a un petit peu changé le truc. Alors la première chose que je vais dire, c'est bravo. Je seconde complètement mon confrère à titre de président de l'AGIT Québec. Très belle présentation. Tout ce qu'il vous a dit est malheureusement vrai. Vous n'avez pas besoin de moi pour le croire, mais je peux vous dire que c'était un très beau travail de vulgarisation. Et je salue le travail de l'INR depuis quelques années en passant. Il est énorme. Le deuxième point, c'est on va échanger au Québec. Alors, je confirme, la France, moi je suis franco-québécois, hein, donc une partie française, une partie québécoise. La France est clairement en tête, mais il y a des idées ailleurs. Au Québec, notamment, la notion de plan est réfléchie. Alors, on est au sein d'une université ou d'une école d'ingénieurs. Il y a une initiative au Québec qui s'appelle Chemin de transition, qui est soutenue par l'Université de Montréal et Espace pour la vie. Chemin de transition, vous irez sur Internet, chemin au pluriel de transition toutattaché.org, et vous verrez qu'il y a une réflexion sur le plan. Donc, c'est une réflexion sur un plan qui amène le Québec en 2040 à une situation de numérique responsable. Donc là, et je sais qu'il y a des liens avec le Québec, avec l'INR. Donc simplement, la solution, ça va passer par aussi beaucoup d'échanges. Voilà, oui, chemin de transition, le groupe de chercheurs et de professionnels dont nous faisons partie ont échangé pendant 1 an et demi et amenons des jalons. C'est vraiment très intéressant. Ce sera, à mon avis, un document à partager parce que la clé, c'est que les travaux de l'INR, très beau travail sur les bonnes pratiques en passant, vous êtes leader là-dedans. Les travaux, on les partage entre chercheurs, on les partage entre professionnels. Nous, on aide beaucoup les directions informatiques. Ça sera mon troisième point. C'est que, effectivement, la présentation est excellente et parle beaucoup de l'individu, mais au niveau professionnel, où vous allez travailler, messieurs, dames. La problématique qu'on a dans les millions d'entreprises, les directions informatiques, les services informatiques, ce sont des choses qui sont constituées pas seulement de sites web. Ce sont des solutions très complexes, constituées souvent maintenant de solutions des manufacturiers dont on a de moins en moins d'emprise en passant, surtout depuis l'ère du nuagique. Et en fait, il reste un très gros travail parce que les DSI, elles sont prises, ou en bon québécois, elles sont pognées,
avec des services qu'elles doivent faire, qu'elles doivent exploiter, livrer, de qualité, cyber protégés, à moindre coût. Et en plus, on leur dit aujourd'hui, avec une empreinte environnementale minimum. Donc, les services informatiques, pour conclure, c'est quoi? Ces services de RH, ces services de production, d'opération d'une banque, d'un opérateur train, etc. Donc, c'est vraiment des services qui sont constitués de technologies parfois moins attrayantes que le jeu. Le jeu aussi est une industrie. Donc, ce sont des services qui sont fondamentaux, les services d'hôpitaux, vous prenez tous les secteurs d'activité, toutes leurs solutions informatiques, eh bien, ce sont ces solutions-là qu'il va falloir éco-concevoir. Le boulot est immense. Donc, je terminerai par une recommandation en appui à la présentation. Quand vous allez rentrer dans le monde du travail, posez les questions à vos chefs de projet, directeurs, directrices, architectes. Tous les corps de métier de l'informatique doivent être impliqués. Et il y a un énorme travail de rétro-ingénierie des services pour qu'ils soient à meilleure empreinte après les mesures, après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire que le numérique, c'est quand même fantastique. Je me suis arrêté au périmètre des impacts directs. La télécommande universelle qu'on a tous dans la poche remplace en 10 ans, 15 ans, des dizaines d'équipements qu'on n'a plus à acheter. Donc, c'est aussi génial. Hein. Donc, voilà. Et je voulais juste aussi aborder un dernier point. Est-ce que vous l'avez vu passer? L'indice de réparabilité, c'est des législateurs qui l'ont imposé. Moi, j'ai bossé sur l'indice de réparabilité du smartphone. Juste pour vous donner une idée que la France peut changer le monde, ça m'a fait penser. Au début, quand on a sorti ça, on nous a dit « ouais, c'est n'importe quoi, ça ne marchera pas, machin, etc. » Okay. Cette année, les États-Unis ont sorti leur Repair Scorecard, qui est un copier-coller de l'indice de réparabilité français. Donc, les États-Unis ont copié la France sur l'indice de réparabilité. Alors, vous allez me dire, bah, OK, alors où est le problème? Effectivement, tu disais, on n'arrivera pas à changer les gros acteurs. Bon, bah, écoutez, des législateurs qui inventent l'indice de réparabilité, piloté avec des chercheurs, et puis une copie du Repair Scorecard, pas les Américains. Premier classement, Google et Samsung se font défoncer 1 mois plus tard. Les deux annoncent l'ouverture d'une boutique de pièces détachées en ligne. 1 mois. Ça fait des années qu'on se battait pour avoir des pièces détachées. 1 mois, une mauvaise évaluation d'un indice de réparabilité copié, et c'est fini. Donc, comme quoi, on y arrive. Voilà. Une question par ici, peut-être. Un dernier point. Je seconde totalement. En fait, c'est un exemple qu'on peut arriver à les changer. Ouais. C'est pour ça qu'il faut questionner les décideurs des DSI, les architectes, etc. Ouais. Ça illustre tout à fait le propos et c'est un exemple de percolation et de viral. Une question. Voilà. Donc, juste un commentaire. Donc, je trouve que effectivement, ce que tu as montré reflète bien l'état de l'art sur le sujet. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de menaces. Il y a aussi énormément d'opportunités pour les plus jeunes. Et ça, il faut l'avoir évidemment comme fil conducteur. Et justement, les plus jeunes, c'est qui? Et je me posais la question, le sujet numérique responsable, donc on l'a introduit dans une école d'ingénieurs, mais est-ce qu'il ne faudrait pas l'introduire plus tôt, je pense, dans les lycées? Et en particulier, vous avez un outil que j'ai trouvé pas mal, que tu n'as pas évoqué, et dont je voudrais savoir où il en est. C'est la calculatrice qui permet à chacun, finalement, assez simplement, de mesurer son impact, puisque quand on parle numérique, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de schémas, mais enfin, intégrer, c'est pas simple. Et là, c'est un outil très simple que vous pourrez utiliser, pour moi, en terminale, en seconde, voire plutôt dans des lycées. Ouais. Vous avez évoqué l'éducation tout à l'heure. Ouais. Oui, ça commence par ça. Alors, éducation, le primaire, je ne sais pas leur parler. Le collège, je ne sais pas leur parler non plus, j'ai envie de les frapper. Le lycée, on a fait des podcasts. Donc là, il y a une région, donc vous tapez podcast numérique responsable région Nouvelle-Aquitaine. Il y a une série de 15 podcasts à destination des lycéens. Alors, c'est pas moi qui parle, hein, on a pris des jeunes. Mais voilà, on a du podcast aussi pour les lycéens. Par contre, alors je finis juste, on travaille aussi avec Pix. Ça vous dit quelque chose? Voilà, donc on intègre des questions numériques responsables d'un Pix.
la calculatrice, on va déployer une nouvelle version dans quelques semaines. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La calculatrice, c'est moi en tant qu'individu, je remplis 3 boutons et puis j'ai l'info de ce que moi je pèse. Aujourd'hui, je vous le dis, vous, moi, on est à peu près à 450 kilos. Pourquoi les jeunes? J'ai toujours beaucoup alors pas de mal, mais les jeunes, on n'arrête pas de leur foutre une pression de malade pour leur dire que c'est juste la fin du monde, le mur, etc., etc. Et puis il faut qu'ils arrêtent de regarder Netflix parce que Netflix, ça pollue. Donc ça, il y en a qui le font très très bien. Moi, je ne vais pas rajouter à ce que vous avez sur les épaules, qui est juste le résultat de la lâcheté de ma génération. Donc voilà, je trouve que vous en avez déjà bien sur les épaules. Et si on vous fait chier avec Netflix, dites toujours que Netflix, 1 heure de Netflix, aujourd'hui, c'est 130 grammes d'émissions de gaz à effet de serre. 1 heure de Netflix, c'est 130 grammes. Ça veut dire qu'1 heure de Netflix, c'est 1 kilomètre en voiture. Voilà. Après, vous savez ça. Vous avez globalement une idée de ce que vous émettez. Un steak haché, c'est 4 kilos d'émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez qu'il faut regarder du Netflix avant d'avoir un équivalent steak haché. Je suis désolé, mais j'interviens. Entre regarder du Netflix sur du Wi-Fi ou sur un téléphone en déplacement sur du 5G, c'est peut-être pas pareil. 14 Wh pour du fibre optique par heure. On est sur une 20 ADSL et on est sur du 212 Wh. Alors, s'il y a des amateurs, 212 Wh sur la connexion. Donc, on est sur un facteur 15 fois plus polluant si vous regardez 1 heure de Netflix en streaming sur de la 4G que si vous la téléchargez chez vous sur de la fibre optique. Pareil, c'est une question. Ouais. Alors, moi déjà, je voulais finir de tailler le costard que vous avez commencé à tailler. J'ai vu que M. Torres vient de revenir. Il y a aussi tous les étudiants reçoivent un iPad quand ils arrivent aussi, donc ça fait 300 iPads par an, c'est pas mal aussi comme voilà. Et du coup, moi, c'est ça que je voulais dire, c'est assez facile de se positionner. Là, vous l'avez vu avec l'image que vous avez pris qui était sustainability machin. Et du coup, ma question, c'est, vous dites, c'est un truc qui vient à la mode, il y a de plus en plus de gens qui se positionnent dessus. On pourrait dire qu'il y a la même chose qui est arrivée il y a déjà quelques années pour les politiques environnementales de manière un peu plus régionale, de manière un peu plus générale. Et la question, et on n'a pas tellement vu de changement d'inflexion dans la courbe d'émissions de CO2, de trucs comme ça. Est-ce que vous pensez que cet effet de mode, ce fait qu'on en parle, machin, peut au final amener cette inflexion ou... Non, je ne pense pas que le numérique fasse changer le monde. En tout cas, je ne pense pas que le numérique responsable fasse changer le monde. Je parlais de l'inflexion au moins parce que le numérique, c'est en croissance, c'est un des domaines qui croît le plus vite. Oui. Je parlais d'inflexion dans la courbe des émissions du numérique. Alors, j'aimerais pouvoir te dire oui, on va y arriver, mais aujourd'hui, étant donné que la France est en avance sur quelques pays qui sont énormément en avance sur la plupart des pays qui s'en foutent et que la majorité de l'impact environnemental se passe à la fabrication et qu'on continue aujourd'hui à faire de l'énergie charbonnée, voilà, on n'est pas encore aujourd'hui sur des effets de levier tels que ça va changer. Honnêtement, j'y crois pas. Mais en tous les cas, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, on ne pourra pas dire qu'on n'avait pas les outils, on ne pourra pas dire que on ne savait pas que de racheter 300 iPads à chaque fois qu'on s'intègre, c'est une absurdité intellectuelle. Excusez-moi, voilà. Mais s'il faut juste s'adapter aux besoins, aujourd'hui, donner la même chose à tout le monde en considérant que tout le monde en a besoin. J'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Hein. J'ai dit qu'à un moment donné, il faut peut-être poser la question de savoir si oui ou non je coche. Alors, je parle d'un temps que les moins de 20 ans. Mais l'annuaire papier, on le donnait à tout le monde et chaque année on le changeait. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait demander aux gens s'ils en ont besoin. Donc aujourd'hui, l'idée n'est plus de répondre à des envies. L'idée, elle est de répondre à des besoins. Donc l'enjeu, il est là aujourd'hui. C'est oublier les envies parce qu'on n'est plus dans un monde qui peut se le permettre et répondre à des besoins. Et si vous avez besoin d'un iPad, très bien. Mais est-ce que tout le monde a besoin d'un iPad? Je ne suis pas sûr. Ok, 3 interventions ici, là et au fond. Allez-y. Parce que la question est vraiment pertinente de savoir est-ce qu'il faut aujourd'hui, tous nos étudiants qui arrivent dans une école d'ingénieur, un iPad. Voilà, donc ça, c'est un choix qui a été fait et qui a été fait aussi à une époque sur laquelle on était sur la transition numérique et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi un côté social là-dessus, puisque tout le monde ne peut pas s'acheter un ordinateur. Tout le monde ne peut pas également avoir un accès simple au niveau Wi-Fi. J'ai pu le constater pendant la période de confinement là-dessus. Donc, on répond effectivement aussi à un besoin, mais ce n'est pas parce qu'on répond à un besoin qu'il ne faut pas qu'on arrive à comprendre et à mesurer. Et c'est ce qu'on a fait.
Et d'ailleurs, j'invite les étudiants à lire l'étude, puisqu'il y a une étude qui a été faite en interne de l'école là-dessus, de savoir qu'est-ce que ça représentait, puisque s'il n'y a pas l'iPad, il y aura du papier, vous aurez des polycopes, vous allez imprimer là-dessus. Et donc, vous seriez. Enfin, c'est assez surprenant, puisqu'on a amené ça avec Jean-Louis Bantini, hein, la mesure entre guillemets, de l'impact carbone au niveau effectivement de l'iPad. Et c'est assez surprenant les résultats que l'on peut avoir lorsqu'on délivre effectivement 300 iPads et quand on compare ça par rapport aux tonnes de papier que l'on pouvait avoir, puisqu'à une époque, quand on arrivait et quand vous arrivez en termes d'étudiants à l'école, c'était des palettes qui arrivaient de polycopes. Voilà. Donc quand on compare effectivement les éléments, ben parfois c'est quand même intéressant de comprendre, mesurer, décider. Et ça, c'est une démarche effectivement qu'on a initiée. Et on a voulu savoir quel était l'impact réel. Et là, on a des surprises parce que finalement, en termes d'impact, Jean-Louis, tu te rappelles des chiffres, mais c'était l'impact carbone et l'équivalent de quelques vols aller-retour et guère plus. Quand on compare ça à la taille de l'école, c'est pas grand-chose en fait. Parler de l'iPad, enfin moi je veux bien qu'on fasse le procès de Polytech aujourd'hui, il y aurait plein de choses à dire, mais la chose qui est assez intéressante, c'est que si vous regardez l'éco-conception en regardant qu'une catégorie d'impact qu'elle GES, en effet, finalement, le papier versus une solution informatique, ça joue, il y a compétition. Par contre, maintenant, si on s'intéresse aux ressources, il n'y a pas compétition. Quand on regarde la rupture démographique, la pression sur la ressource en termes de matières premières, là, l'impact, il est dévastateur. Le fait de changer nos outils numériques, vous avez dit, moi j'ai en tête 100 kilos pour un téléphone, 800 pour un ordinateur, et là, c'est catastrophique. Mais alors, peut-être que là, il y a une chose, je voudrais plutôt que ce soit les étudiants qui parlent, mais juste une chose, dans votre exposé, ce que je ne vois pas, c'est qu'on parle de décroissance choisie ou subie. Typiquement, Biwix parle beaucoup de ça, a beaucoup travaillé sur les aspects numériques, responsables ou pas. Par contre, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est que vous interrogez assez peu le service. Alors, non, mais je l'ai fait très rapidement avec utile, utilisable, utilisé. Le service, voilà, les 3 U, les services 3 U. Aujourd'hui, la notion effectivement d'interroger le service, elle est fondamentale et hop, voilà. Alors, effectivement, on est obligé de faire des choix dans une présentation. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si je devais faire un focus sur l'éco-conception, le questionnement de l'intérêt du service, le questionnement de la méthodologie agile, etc., il est fondamental et il est au cœur du process. Alors évidemment, c'est super mal, c'est pas du tout visible. Mais on est véritablement aujourd'hui sur une vraie questionnement de savoir si c'est nécessaire de faire. Alors là, vous le verrez pas, mais aujourd'hui, le cœur du sujet, qui est au-delà de du numérique responsable, qui est très très large spectre, c'est d'abord de sensibiliser aux impacts du numérique direct, voilà, et après, effectivement, en fonction du public, aller chercher l'éco-conception. Mais travailler sur l'éco-conception et l'utilité des services sans mettre la brique élémentaire de l'impact environnemental du numérique, j'ai préféré d'abord essayer de faire une espèce de socle commun, avec la possibilité derrière, plus tard, d'aller un peu plus loin. Voilà. C'est des choix, hein, c'est des choix que j'assume. J'avais 40 minutes. J'ai pas parlé du choix du service, mais effectivement, on pourra en parler. Vous avez sûrement des cours de méthodologie agile. Voilà. La méthodologie agile, c'est des sprints et être près du besoin client. On est sur une chose qui est à peu près la même. C'est si vous demandez à une personne ce qu'elle veut dans sa voiture, elle va vous dire toit panoramique, siège massin, volant chauffant, etc. Puis quand vous regardez ce qu'elle achète vraiment, elle achète une Dacia. On est sur questionner le besoin, on est vraiment là-dessus. J'ai 2 questions. Il reste quelques minutes. Allez-y. Au fond, j'ai vu. Oui, bonjour, Claire Gillet-Monjarret, maître de conférence HDR en gestion, nouvellement chargée de mission des DRS au sein de l'IUT. Vous êtes fondateur donc, de l'Institut du numérique responsable. Donc, il y a une labellisation qui a été créée avec le label Lucie. Dans quelle mesure ce label peut aider les entreprises à aller vers
des actions numériques responsables et quels sont les objectifs? Est-ce que vous pouvez nous... Alors, un label, ça s'adresse aux grands enfants qu'on est tous et qui adorent les images pour avoir des bons points. C'est une aide à la structuration interne pour une valorisation externe. Voilà. Donc, il y a un référentiel avec 45 principes d'action. 45 principes d'action dont on demande des preuves. Et donc, une organisation qui veut avoir le label, ça l'oblige à se structurer. Donc, c'est clairement l'intérêt du label, c'est uniquement pour une contrainte à la structuration et une standardisation, la possibilité d'échanger, la possibilité de se comparer. C'est comme n'importe quel label, on est d'accord, hein, c'est des bons points, ça n'engage que ceux qui y croient, il faut apporter des preuves. C'est de la structuration interne pour de la valorisation interne. Voilà, on est là-dessus. Et juste, on a lancé il y a 1 mois un label sur les établissements scolaires numérique responsable parce que j'avais lancé un label, le label quand je l'avais créé, je pensais qu'il était vraiment ouvert à tous. On avait testé sur une cité scolaire, c'était juste trop galère. Donc en fait, on a fait avec l'Académie Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait une expérimentation et on va avoir un label pour les établissements scolaires dédié aux établissements scolaires. Voilà. C'est juste une petite annonce. Voilà. Donc qu'est-ce que ça apporte? Ben voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Non. Allez, une question au-dessus. Allez-y. Bonjour, je suis Sylvia Vavo. Je suis salariée. Je travaille pour un groupe informatique, le groupe Inetom. En même temps, personnellement, je suis membre du CODEB, du Conseil du développement de la métropole de Montpellier. Nous sommes en train d'analyser et de proposer des solutions pour les élus, pour mettre une économie circulaire, donc des actions d'économie circulaire au niveau de la métropole. Et donc, c'était intéressant de venir ici en vous écouter. Donc, j'ai 2 questions et une remarque au jeune homme. Allez-y alors. Donc, d'abord, la remarque du jeune homme qui parlait de centrale nucléaire, voilà, qui faisait le comparatif sur les actions, charbon, ouais. Les centrales à charbon, voilà, sur les actions individuelles et collectives. Donc, si on transpose, par exemple, à l'utilisation des shampoings solides, vous savez, ça commence avec des petites entreprises qui commencent à vendre des shampoings solides. Au fur et à mesure, les ventes augmentent et les grands industriels comme Garnier, ils commencent à développer des shampoings solides parce qu'ils voient la part de marché. Donc, vous voyez que les actions individuelles peuvent faire un poids pour faire une action collective. Donc, ça, c'était la remarque. Et vos questions alors? Et la question, en fait, c'est par rapport aux personnes qui sont déjà en fait dans le milieu du travail, ça fait depuis tellement d'années. Est-ce qu'il y a des masters, des perspectives d'évolution sur les nouveaux métiers dans l'économie verte numérique? Excellentissime question. Aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour le dépôt de formation au registre spécifique, au RNCP. Et là encore, excusez-moi, je parle que de ce que je sais. On a lancé un groupe de travail au niveau de l'INR avec plein de partenaires qui s'appelle GT Formation et Compétences, dans lequel on va proposer dès la rentrée une espèce de catalogue de qui fait quoi, où et avec quoi. Et on a travaillé sur un catalogue de syllabus de finalement qu'est-ce qu'on devrait faire et avec quels objectifs pour organiser des formations. Donc oui, c'est en train de se structurer. L'ADEME, avec un projet SONUM de 17 millions d'euros, on va essayer de travailler dans ce cadre-là. C'est une question, effectivement. Et on est en train d'essayer de se structurer pour apporter des solutions au niveau formation. Typiquement, il y a un master dans une école d'ingénieurs de La Rochelle, l'EXI, c'est pas moi qui le fais, hein, donc ça je suis plutôt à l'aise. Mais voilà, on est plutôt dans des majeurs, on est plutôt dans des parcours, on est plutôt dans des enseignements, mais c'est en train de se structurer, on est en train d'apporter des réponses. Et voilà, juste pour info, on a des super livrables d'un schéma directeur numérique responsable et économie sociale et circulaire de la région Normandie. Évidemment, j'ai pas le droit de vous le montrer, mais c'est très très bien. Voilà.
Donc ça, c'est juste pour dire aussi que ça s'organise et que la notion d'économie circulaire est très reliée aussi à celle du numérique parce que les deux se renforcent l'un l'autre. J'avais un truc aussi à vous dire, mais c'est pas grave, j'ai oublié. Dernière remarque ou question? Ici. Oui, très rapidement. Je vais faire du pouce, comme on dit au Québec, sur quelque chose d'important. En fait, ce que vous montre Vincent, c'est l'éco-conception des services numériques. On n'a pas attendu l'INR pour savoir que concevoir un service numérique, enfin, comment on fait? Ça fait 25-30 ans que ces concepts-là existent en entreprise. Je dis bien la conception des services numériques. Les Anglais l'ont inventé. Ça a donné le référentiel ITIL, ça a donné le référentiel le ISO 20000, ça a donné ITAM, ceux qui connaissent, la gestion des actifs, ça a donné ISO 29110 et j'en passe. Donc en fait, dans les entreprises, la gestion, la conception des services, on sait ce que c'est. Le défi qu'amène le document, qu'amène la présentation de Vincent, c'est amener les saveurs d'éco-conception dans les conceptions. Comment on fait pour se préoccuper de l'environnement dans les services qu'on conçoit et qu'on livre et qu'on opère? Et là, la vraie question. Et je vais un pas plus loin. Depuis tout à l'heure, on parle d'éco-conception qui est une problématique environnementale. Limiter sa réflexion sur la planète nous amène aussi dans le mur. Aujourd'hui, la réflexion, alors ok, ça c'est un document parce que c'est l'AFNOR qui l'a décidé, c'est du côté environnemental. Il n'empêche, et je prêche pour ma paroisse, je pense que de parler uniquement d'éco-conception, c'est très très con, c'est aussi intelligent que de parler que business. Pour moi, la vraie vision, c'est une vision de conception responsable. C'est l'environnement, les gens, l'accessibilité, la fracture électronique, l'inclusion, l'égalité homme-femme, y compris dans les milieux de la tech, la présence des handicaps, des minorités. C'est aussi le business et c'est aussi un truc qu'on n'a pas parlé mais qui est fondamental dans le numérique responsable, c'est tout ce qui est protection, cybersécurité, protection des données. Donc, si vous voulez avoir un bon mindset, ne pensez pas que pognon, ne pensez pas que personne, ne pensez pas que planète, mais ayez une pensée systémique. Le monde est complexe. Le monde n'est pas compliqué. Compliqué, c'est opposé à simple. Le monde n'est pas compliqué. Le monde, il est juste complexe. Vous prenez un bout, vous tirez toute la pelote. Donc, le monde est complexe. Vous devez avoir une pensée complexe. Et pour les plus vieux, relisez Edgar Morin. Voilà. C'est bon pour les jeunes aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? On va donc applaudir notre invité. Merci beaucoup. Jean-Louis voulait intervenir peut-être. On va relire Edgar Morin, mais juste une chose, on parle d'aviation verte, on parle de numérique responsable. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous poser la question de la vraie rupture? C'est-à-dire est-ce qu'on continue à utiliser l'avion? Après, est-ce que nous vendre une aviation verte, c'est raisonnable? Alors, c'est pas raisonnable. Par contre, moi, j'en ai bien profité. Et il est hors de question que je dise à cette jeunesse, asseyez-vous sur la découverte des autres cultures, asseyez-vous sur vos Erasmus, asseyez-vous sur vos stages à l'international. Si je dois le dire, c'est à moi, c'est à vous, mais pas à eux. Donc aujourd'hui, l'aviation verte, effectivement, c'est un concept très très proche du greenwashing. C'est pour ça que moi, j'ai pas parlé d'informatique verte. Hein. J'ai parlé d'informatique responsable. L'aviation responsable, c'est d'arrêter de prendre du Vueling à 30 € pour aller boire un coup sur une place publique à Prague et de revenir dans le week-end, mais de profiter de l'avion pour aller vraiment découvrir une culture, s'immerger et plus avoir envie de défoncer la gueule de celui qui a pris l'avion. Donc voilà, il y a juste une question de responsabilité. Faire répondre à des besoins et plus à des envies. Donc je suis d'accord avec vous, mais peut-être pas de façon aussi radicale. Eh bien, merci pour cette conclusion. Merci beaucoup. Alors, peut-être, partez pas immédiatement parce que le débat va continuer, parce on va pas rentrer dans un monde virtuel, là, parce qu'il y a une petite collation qui est offerte à la sortie. Donc ça va permettre de continuer, bien entendu, les échanges. Je vous remercie pour vos questions. Je remercie Vincent. Alors oui, tu nous as taclé gentiment là-dessus. Non, mais c'est très bien. Sachez aussi qu'il y a aussi un certain nombre d'expérimentations qui sont menées à Polytech. Vous allez sur le toit, on a un serveur
à base de panneaux photovoltaïques qui est un petit peu particulier, puisque c'est des activités de recherche qui sont menées dans l'équipe de Michel Robert, et dont l'objectif est justement de pouvoir optimiser entre les serveurs et donc du type cloud, hein, de manière générale, et qui fait partie d'un projet même de création de start-up à ce niveau-là. Et donc, on est partenaire, bien entendu, de ce projet-là. On a plein d'autres projets autour du numérique. C'est une démarche qu'on a, numérique responsable, qu'on a lancée, en fait, il y a très peu de temps. Voilà. Et donc, sur lequel on s'est interrogé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on avait même du bon sens, puisque même si les étudiants vont dire les ordinateurs ne marchent pas assez vite, on change nos ordinateurs tous les 6 à 8 ans. Voilà. Donc, nos serveurs, on essaye de les pousser à la limite certains en 15 ans. Voilà. Donc, ça a été un choix, hein, qui a été fait. Et moi, je retiens effectivement un élément. C'est l'élément qui m'a vraiment le plus plu. Hein, c'est vraiment comprendre, mesurer et décider. Et je pense que c'est essentiel comme message. C'est le même message que l'on pourrait avoir quand on envoie nos étudiants en mobilité internationale. Voilà. Et donc, merci pour ce message-là. Et merci aussi pour les pistes de solutions. On peut l'applaudir très fort. Un grand merci à Olivier. Voilà, merci pour son accompagnement et son partenariat. Merci.